Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission de Table au Nord. Aujourd'hui, c'est la clôture de notre mois, le mois spécial de la femme, qui est le mois de droit de la femme. C'est un mois qui a été dédié à la femme pour que la femme fasse le bilan, qu'elle puisse se dire où est-ce que nous sommes avec nos droits. Sommes-nous en train de bénéficier avec ce droit ou pas? Sur ce fait, je ne serai pas seule. Sur ce plateau, je serai avec une dame forte. Elle a multiples casquettes. Alors, c'est Madame Alice Nzouzi. Elle est analyste politique. Aujourd'hui, elle ne va pas analyser politiquement, mais elle va analyser sur le genre. Alors, elle est aussi dans l'import-export sous le vivre frais. Je pense qu'elle nous a amené un peu de vivre frais. L'équipe de Table Nord va recevoir un peu de vivre frais venant de Madame Alice Nzouzi. Elle est également dans la réhabilitation et dans la location de villas et appartements. Elle n'est pas petite, elle est grande. Alors, Madame Alice Nzouzi, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Comment vous sentez cet après-midi? Tout va bien par la grâce de Dieu, ça va. Nous sommes tellement ravis de vous recevoir pour la toute première fois dans cette émission. Merci. Alors, dites-nous, Madame Alice Nzouzi, vu qu'aujourd'hui nous clôturons le mois de droit de la femme, pour vous, c'est quoi le 8 mars? Le 8 mars nous permet de nous rappeler, n'est-ce pas, ce que le combat des femmes, il y a quelques années de cela, n'est-ce pas, elles se sont battues pour que nous puissions voter, plus précisément en Russie, vers 1917. Mais je rappelle quand même que le droit de vote, nous l'avons eu grâce aux femmes de la Nouvelle-Zélande, vers 1897 par là. Alors, le 8 mars, c'est une journée importante pour les femmes. Et je suis heureuse de voir que dans mon pays, on n'a pas seulement octroyé le 8 mars aux femmes, au souvenir, n'est-ce pas, des femmes, du combat des femmes, mais c'est tout le mois. Et c'est une bonne chose pour nous. Voilà, le 8 mars nous permet de nous rappeler les acquis que nous avons pu avoir depuis le combat des femmes jusqu'à ce jour. C'est pour dire que le 8 mars n'est pas une fête, comme le disent les autres. C'est une fête et ce n'est pas une fête. C'est une fête parce que nous avons pu, la dignité de la femme quelque part a pu être reconnue au niveau mondial et même dans notre pays aussi. Mais ce n'est pas aussi une fête, c'est un moment de méditation parce que en ce qui concerne la RDC, nous avons encore beaucoup d'avancées. Nous devons progresser. Nous sommes loin d'avoir atteint ne fût-ce que la moitié de ce que nous devrions avoir par rapport aux femmes des pays européens, par exemple. Voilà, c'est ce que je pense. Vous venez pas de dire que vous n'avez pas encore atteint même pas la moitié. Nous n'avons pas encore atteint dans la sphère décisionnelle. Les femmes sont très peu. Lorsqu'on regarde au Parlement et au Sénat, nous sommes quasi inexistants. La voix de la femme ne peut pas porter. La volonté de la femme ne peut pas être exprimée parce que, étant minoritaire, c'est toujours les hommes qui décident pour nous jusqu'à présent. Et c'est une faute, c'est une erreur. Parce que, vous savez, les femmes qui réfléchissent, les femmes qui pensent et les femmes qui voudraient servir leur pays, il y en a beaucoup. Mais les tares sociétaires font que... et le fait que la Constitution, dans son article 14, n'est pas respectée encore dans notre pays comme il se doit, fait que nous sommes encore à la traîne. Nous n'avons pas encore la possibilité d'agir dans les sphères décisionnelles comme nous voudrions le faire, décider pour nous et pour nos enfants, pour la société, que nous sommes en droit de le faire, parce que vous savez que la maman, c'est elle qui a quand même, elle contribue de beaucoup dans l'économie nationale, dans le secteur informel, c'est la femme qui est majoritaire. Mais malgré que nous sommes à beaucoup dans ce que nous pouvons donner à la société, mais on ne nous permet pas de décider, de prendre des décisions. Et bien souvent, les décisions qui sont prises ne correspondent pas à notre volonté. Alors, qu'est-ce qui bloque à ce que vous puissiez obtenir la parité 50-50?
Ce qui bloque, c'est la sphère décisionnelle. L'État doit s'impliquer. Il faut que l'État congolais comprenne que le fait pour une femme de décider, de participer 50-50 est une décision, vient de la Constitution. C'est un droit. Mais nous devons changer de mentalité. Il est important que et les hommes et les femmes, nous comprenions que la société d'aujourd'hui ne peut plus être gérée comme la société d'hier. Donc nous devons évoluer mentalement. Nous devons évoluer de telle manière qu'on puisse ouvrir les possibilités aux femmes pour pouvoir agir et s'exprimer et avoir les droits qu'elles doivent avoir, n'est-ce pas? Ce qui fait que les femmes ne peuvent pas s'exprimer comme il se doit, je dirais par exemple qu'il n'existe pas de banque de femmes, des banques qui octroient des crédits aux femmes, des banques qui permettent à ce que, parce que sans argent, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Au niveau politique, au niveau culturel, au niveau social, tout demande des moyens. Et ces moyens, de par la culture qui est la nôtre, les femmes sont souvent défavorisées. Et même dans les lieux de travail, il arrive encore que pour un travail égal, la femme soit moins rémunérée que l'homme. Ce qui ne s'explique pas. Mais bien sûr, ce qui ne s'explique pas. Alors, l'État doit s'impliquer de telle manière qu'il y ait ne fût-ce qu'une banque des femmes qui favorise, qui permette aux femmes, dans les différentes domaines, dans les différents domaines où elles se situent, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir contribuer comme il se doit, n'est-ce pas, de par leur pouvoir d'achat qui va augmenter, leur pouvoir de faire des affaires, de grandes affaires, même de pouvoir, au niveau politique, de pouvoir s'exprimer pendant les élections. Tout ça demande de l'argent. L'État doit s'impliquer. Alors aujourd'hui, vous êtes une actrice politique. Alors dites-nous des difficultés que vous rencontrez dans ce monde, en votre qualité de femme, parce que c'est pas aussi facile, une femme. Donc quelles sont les difficultés? Les difficultés, je viens de vous le dire. Les difficultés sont que... Vos difficultés à vous personnellement. Les élections demandent des fonds. En général, les hommes qui se présentent aux élections ont plus de possibilités matérielles que les femmes. C'est déjà une injustice. Une injustice qui n'est pas due à la volonté des femmes, mais une injustice qui vient de la société, des coutumes, des mœurs dans lesquelles nous vivons et qui ont défavorisé les femmes déjà dès le bas âge pour pouvoir, par exemple, entrer dans la vie active avec les mêmes possibilités matérielles que les hommes. Voilà, nous sommes dans une période où il y aura des élections de gouverneurs au niveau des provinces. La femme est défavorisée. Vous n'avez qu'à regarder les quotas, n'est-ce pas, des personnes qui sont candidats à ces élections. Il n'y a pratiquement pas de femmes. Parce que les élections demandent de l'argent. Et bien souvent, ceux qui sont élus ne correspondent même pas, ne répondent même pas aux critères comme tels. C'est tout simplement des gens qui ont eu la chance d'avoir de l'argent. Parfois, pas toujours honnêtement d'ailleurs. Hein, n'est-ce pas? Et je voulais rappeler les propos d'une grande dame de notre pays, Madame Catherine Touzouambombo, qui disait que la territoriale, en ce qui concerne la territoriale, il serait mieux que les gouverneurs soient élus, non pas élus, mais nommés par le président de la République. Je suis d'accord avec elle sur ce point-là, mais je ne partage pas tout à fait son avis. Enfin, je pense un peu différemment d'elle en ce qui concerne le fait de dire que les gouverneurs doivent venir de la territoriale. Moi, par contre, je pense que au niveau des vice-gouverneurs, il serait bon que ce soit des gens aguerris à ce qui concerne la territoriale. Mais le gouverneur est le représentant du chef de l'État. C'est un politique, proprement dit, et qui est là pour véhiculer un peu la pensée et la volonté du président de la République. Alors, il pourrait être secondé par un homme de terrain, un spécialiste de la territoriale, mais qui pourrait être secondé par un gouverneur, mais élu. Élu, pourquoi? Parce qu'il n'est pas normal, aujourd'hui encore,
qu'on puisse favoriser involontairement le tribalisme quelque part. Parce que lorsque les gens battent campagne, ils ont tendance à battre dans leur coin, alors que le Congo est un. Un ressortissant du Katanga doit pouvoir, s'il le désire, diriger le Kasaï ou diriger le Congo central ou n'importe quelle autre province, n'est-ce pas? Parce que c'est le Congo. Mais maintenant, eux, avec cette histoire d'élection, ils sont obligés de se limiter là où ils ont des assises électorales, ce qui n'est pas juste. Et cela favorise également, en cas de problèmes ethniques ou au niveau des tribus, cela pousse maintenant le gouverneur à prendre parti, étant originaire lui-même de la province. Il est obligé maintenant non pas d'être objectif, de suivre une certaine subjectivité à cause du fait qu'il est originaire du coin. Alors que s'il venait d'une autre province, il y aurait une certaine neutralité, il y aurait une certaine objectivité dans son appréciation, et je pense que les choses iraient mieux. Alors, Madame Alice, très souvent, les femmes, vous condamnez les hommes qui ne veulent pas vous céder le pouvoir. C'est une société machiste, comme vous l'avez toujours appelé, alors que ce sont de mêmes hommes qui sont prêts à mourir pour leurs parents, pour leurs mamans, pour leurs femmes, pour leurs sœurs. Comment ils ne vont pas vouloir vous céder le pouvoir? Je ne dis pas que les hommes sont machistes. Non, c'est pas vous qui le dites. Non. Ça se dit. Voilà, ça se dit, c'est une erreur de penser cela. Il y a des hommes, heureusement, qui pensent que la femme doit contribuer au bien-être de la société. Parce qu'elle fait partie, c'est une partie intégrante, elle fait partie de la société. Elle a étudié, donc il n'y a pas de raison pour qu'elle ne puisse pas apporter sa contribution. Et elle est dans la sphère, n'est-ce pas, économique. Et il n'y a pas de raison pour qu'elle ne puisse pas apporter sa contribution dans la sphère décisionnelle. Il y a des hommes qui pensent que la présence des femmes est une bonne chose. Mais le problème est de faire comprendre à tous les hommes, n'est-ce pas? Il faut que tous les hommes, et même les femmes, parce que remarquez que, par exemple, dans nos coutumes, en cas de problème, vous verrez que ce sont les tatas, moi aussi, ce sont les femmes qui ont tendance à brimer leurs consoeurs. Il faut que notre société comprenne, et les femmes et les hommes, qu'il est important pour que la société s'ouvre à l'apport de la femme. Remarquez d'ailleurs, dans le monde, les pays les mieux développés, où il y a moins de problèmes au niveau sociétal, vous verrez que c'est les pays où les femmes sont mises en exergue. La femme est indispensable, puisque dans le noyau, n'est-ce pas, de base, qui est la famille, vous verrez qu'elle a un rôle important. Alors, il est anormal de voir que au niveau de la famille, elle a un rôle important, mais lorsque on sort à l'extérieur maintenant, même malgré le fait que nos lois sont dans l'avantage des femmes, mais dans la société, on brime encore les femmes par les hommes, justement, ceux qui pensent que la femme doit encore occuper le second rôle. Alors dites-nous, quels sont les défis auxquels les femmes sont confrontées lorsqu'il s'agit d'accéder à l'opportunité d'investissement? Les défis auxquels les femmes sont confrontées, c'est d'abord un défi économique. Le premier défi, le plus important, c'est le défi de pouvoir rivaliser avec... parce qu'on peut être ambitieux. On peut avoir des ambitions, on peut être ambitieuse, n'est-ce pas, légitimement ambitieuse. Mais nous n'avons pas des structures au niveau de l'État d'abord qui nous permettent de nous épanouir, n'est-ce pas? On est souvent obligé d'occuper le second rôle, c'est pas le tierce, ce qui n'est pas juste. Alors il revient au pouvoir public de changer cela. C'est vraiment une affaire très importante et fondamentale. Il faut que la société, principalement la société congolaise, il faut que les pouvoirs publics comprennent qu'il est temps de booster économiquement la femme et de voir sa présence. Regardez au Parlement, il y a combien de femmes, hein? Nous sommes quasi inexistantes. Nous ne sommes pas là. Alors dites-nous, quels sont les facteurs dans lesquels
les femmes doivent impérativement s'imposer pour sortir dans la société? Nous imposer, on ne va pas prendre des kalachnikovs et les montrer sur les tempes des hommes pour leur dire que nous voulons bien, on vous tue. Nous ne pouvons que parler, nous ne pouvons que dialoguer, nous ne pouvons que exprimer notre volonté. Nous l'avons exprimée. Beaucoup de femmes parlent, beaucoup de femmes s'expriment, beaucoup de femmes revendiquent. Il faut maintenant que nous soyons entendus, il faut que nous soyons écoutés. Nous ne pourrons pas... qu'est-ce qui n'a pas été fait par les femmes pour dire, exprimer notre mécontentement de voir que nous ne sommes pas assez pris en compte? Au niveau des gouverneurs, il n'y aura pratiquement pas de femmes. Nous le savons déjà, ce qui est une anomalie. Il faut que dans l'affaire décisionnelle, on comprenne que la femme doit être là. La femme doit être là. Madame Malice, est-ce que c'est toutes les femmes qui ont déjà compris ce que vous avez compris, ou bien c'est encore un autre combat à faire à ce que les femmes comprennent que nous devons nous battre, nous démener pour nos droits? Est-ce que c'est toutes les femmes? Les femmes qui sont capables de gérer, les femmes qui sont capables d'apporter leur contribution, nous sommes à beaucoup déjà. Il n'est pas nécessaire d'attendre que les 52% des femmes de la République démocratique du Congo comprennent cela pour que les hommes qui ont la décision, en fin de compte, de pouvoir ouvrir l'espace qui permette aux femmes qui ont les potentialités, n'est-ce pas, de pouvoir être d'un apport positif dans la société. Il ne faut pas que ces hommes-là attendent que toutes les femmes de la République se lèvent. Les femmes sont là, nous parlons. Donc c'est là, selon vous, le petit nombre de femmes-là peuvent déjà s'envoler? Ce n'est pas un petit nombre, c'est un grand nombre. Regardez dans tous les domaines. Nous sommes nombreuses à vouloir contribuer au bien-être dans la société dans laquelle nous vivons. Nous sommes à beaucoup. Au niveau politique, nous sommes à beaucoup. Mais lorsque le moment décisif vient, qui sont autour de la table pour décider? Vous ne verrez pas de femmes à cet endroit-là. C'est ça le problème. Qui décide? Ce n'est pas nous qui décidons. C'est ça la vérité. On nous dit oui, on va vous dire que oui, nous voulons que les femmes doivent s'imposer. On va faire comment? On va se battre physiquement avec eux. On va faire quoi? On va parler, c'est ce que nous faisons. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je suis devant les médias, je parle. Mais avant moi, d'autres femmes ont parlé. Pendant ce mois, combien de femmes ne se sont-elles pas exprimées dans différents médias? Elles s'expriment. Mais il faut qu'on comprenne que les choses doivent changer, les mentalités doivent changer. Et ce qui nous étonne encore, c'est que les politiques d'aujourd'hui viennent de la diaspora quelque part. La plupart viennent des pays où ils ont été en contact, où ils ont vu des femmes, n'est-ce pas, dans la société évoluer dans tous les domaines. Hein? Des femmes ministres de la défense, il y en a eu en France. Et quand est-ce qu'on aurait une femme ministre de la Défense en RDC? Quand est-ce qu'on aurait une femme Premier ministre en RDC? Vous voulez me dire que depuis il n'y a pas eu de femme intelligente? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais c'est au moment de prendre des décisions, à ce moment-là, on nous met de côté. On nous met de côté. Et on ne veut pas juger la femme par rapport à sa matière grise. Ce sont des critères qui sont souvent subjectifs, qui sont pris en compte. N'est-ce pas? Et quand je dis des critères subjectifs, je veux rester poli. Mais à un moment donné, ça doit s'arrêter. On ne veut pas tout simplement toujours juger les femmes par rapport à des critères qui ne sont pas... qui sont en dehors de la matière grise, je veux dire. C'est révoltant. Alors dites-nous, madame, quelles sont les initiatives qui existent actuellement pour soutenir l'autonomisation de femmes et de filles en RDC? Les initiatives qui existent actuellement pour soutenir l'autonomisation. Nous avons les lois. Nous avons... toutes les lois sont là. La Constitution est là. Les lois
de la République sont là. Mais c'est la mise en application de ces lois qui fait défaut. Mais qui met en application les lois? C'est le pouvoir public. Qui met en application les lois? C'est le pouvoir public. C'est le pouvoir public qui peut décider et dire aux partis politiques que sur, par exemple, les propositions de femmes, sur les propositions des candidats que vous allez nous donner, nous voulons qu'il y ait 60% des femmes. C'est le pouvoir public qui peut décider de cela. C'est le pouvoir public qui peut décider de mettre en place une banque, comme je l'ai dit au début de mon intervention, une banque de femmes, une banque propre pour les femmes, pour les aider dans leurs affaires, pour les aider dans différents domaines, pas seulement commercial, mais dans différents domaines de la vie, dans la santé, dans les affaires, en politique. C'est ça, les pouvoirs publics sont encore... Les lois sont là. À ce niveau-là, nous avons tout. Mais la mise en application de ces lois, c'est ça qui fait défaut. Est-ce que, Madame Alice, dites-nous, la formation scientifique de nos jeunes d'aujourd'hui est en adéquation avec le défi du développement du pays? Je ne pense pas. Je pense que les femmes, nous sommes un pays sous-développé. Nous avons besoin, n'est-ce pas, des techniciens, nous avons besoin des petits métiers encore. Nous avons assez d'universitaires, à mon humble avis. Il faut qu'il y ait des gens dans tous les domaines, des filles dans tous les domaines de la vie technique, n'est-ce pas, pour pouvoir travailler et pouvoir être d'un apport. Elles sont là, elles existent, mais elles n'ont pas les moyens. Il faut qu'on puisse aider ces femmes à s'épanouir, à se valoriser, à pouvoir... les femmes mécaniciennes doivent pouvoir s'exprimer, les infirmières doivent pouvoir s'exprimer, tous les métiers, les femmes de métier. Il faut favoriser les métiers de nos jeunes filles et n'est-ce pas, au niveau des études. C'est plutôt ça qui est intéressant pour notre pays, à mon humble avis. De nos jours, nos jeunes sœurs sont exposées aux harcèlements sexuels. Alors, c'est dû à quoi? Harcèlement sexuel. C'est dû à quoi? Harcèlement sexuel. Vous avez posé le doigt là où ça fait mal. Et dans beaucoup de domaines. Est-ce que d'abord, je continue, est-ce que c'est faute aux parents ou bien aux enfants eux-mêmes? Faute aux parents ou bien aux enfants eux-mêmes, ces harcèlements? Pourquoi incriminez-vous vous pensez Parce que les parents, ça dépend de l'éducation aussi. Peut-être que l'éducation n'a pas été très bien assimilée chez l'enfant, peut-être... À cause des problèmes économiques que nous connaissons, l'État ne joue pas suffisamment son rôle, je pense. Ces harcèlements existent dans le monde entier, mais dans les pays pauvres, ils sont encore plus exacerbés parce que le pouvoir d'achat est très faible. Et si l'État aidait ces jeunes femmes à pouvoir gagner leur vie de façon honnête, cela pourrait diminuer, n'est-ce pas, ce phénomène. Cela pourrait permettre à la plupart de nos jeunes filles et de certaines femmes de rester dignes. Et les femmes, la plupart des femmes qui refusent ce système d'harcèlement, vous verrez qu'elles sont presque mises sur les bancs, n'est-ce pas, dans notre société, presque indexées, presque vues comme des femmes orgueilleuses, pour ne pas le dire. Alors que l'identité d'être femme doit être une fierté et ne doit pas être un complexe à cause du pouvoir d'achat qui est faible. Hein? Oui, l'harcèlement sexuel est très prononcé. D'ailleurs, le pouvoir public devrait prendre cela en compte et punir sévèrement ceux qui sont auteurs de cela. Hein? Aider les femmes, aider les jeunes femmes à pouvoir se mettre en valeur, à pouvoir jouer leur rôle dans la société. Dernièrement, Madame Alice, j'ai suivi sur les réseaux sociaux, il y a des hommes qui déploraient l'accoutrement de jeunes filles, disent que non, ce sont des jeunes filles qui permettent à ce que ces choses soient praticables, leur accoutrement. Tout cela vient d'un sous-développement mental.
un sous-développement mental qui vient des réalités économiques dans lesquelles elles vivent. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est travailler pour gagner l'argent à sueur de son front, n'est-ce pas? Mais dans la société, l'État est défaillant. L'État ne joue pas son rôle éducatif. L'État ne joue pas son rôle comme il se devrait. Alors quand la tête est pourrie, entre guillemets, le reste suit. L'habillement des femmes vient de quoi? Vient de tout cela aussi. Il faut un peu condamner aussi les parents quand même, madame. Vous êtes parent. Si les parents ne peuvent pas bien contrôler les enfants, c'est ce que ça les parents ne contrôlent pas bien les enfants. C'est vrai, il y a des parents qui ne contrôlent pas bien les enfants. C'est un phénomène sociétal. Ce phénomène vient... l'État doit revoir sa politique concernant la femme, la jeune femme, la femme et l'enfant, la société en elle-même. Il faut que l'État s'implique. Il faut que l'État donne les moyens à ces femmes pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir vivre dignement. Les femmes qui ont la possibilité de pouvoir rester dignes et s'exprimer, garder leur fierté, c'est une minorité, c'est pas une majorité. Et celles qui sont justement dans des conditions qui n'ont pas beaucoup de possibilités, qui veulent rester dignes, c'est une minorité. Et ça existe encore, heureusement, mais c'est difficile dans la société dans laquelle nous vivons. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Parce que beaucoup de ceux qui travaillent gagnent combien au niveau de l'État? Les salaires, les différences de salaire au niveau de l'État, c'est un scandale. Et même dans le privé, c'est encore difficile. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Alors, dites-nous, quelle est la vraie problématique de la femme congolaise dans la politique? Et s'il faut y remédier, par où commencer? Le problème de la femme politique, c'est qu'elle n'est pas assez représentée. Selon moi, actuellement, lorsqu'on parle du mois de la femme, elle n'est pas assez représentée dans la sphère décisionnelle. Elle n'a pas la possibilité d'exprimer ses ambitions comme il se doit, parce qu'elle est souvent étouffée, souvent réduite au second rôle. Même dans les partis politiques, vous remarquerez que la femme est souvent djaléliste, je dirais. Elle est là pour chanter, danser. Elle n'est pas vraiment valorisée comme il se devrait. Hein? Et les quelques rares qui le sont, quand vous cherchez pour voir vraiment comment elles sont arrivées là, il y en a qui sont arrivées par leur matière grise, oui, mais malheureusement, elles ne sont pas assez nombreuses. Hein? Elles ne sont pas assez nombreuses. Madame Alice, il y a une question qui voulait m'échapper, c'est une question de téléspectateur. Alors, il me disait que très souvent, les femmes élevées en dignité ne se marient pas souvent. Et se marient parce que les hommes ont peur. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette allégation? Je ne pense pas. Lorsqu'une femme a en face de lui un homme intelligent, un homme genré, d'abord une femme en politique, je souhaite qu'elle soit mariée à un homme genré, un homme d'un certain niveau intellectuel, qui comprennent que non, la femme doit s'épanouir. Et si pour elle s'épanouir, c'est dans le domaine politique, il faut la laisser s'épanouir. On dit cela également de la journaliste, on dit cela de toutes les femmes actives, on dit cela de toutes les femmes qui ont le courage de donner leur opinion, de s'exprimer, de dire ce qu'elles pensent. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des femmes mariées qui sont mariées. Hein? Donc c'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Moi, je suis veuve aujourd'hui, mais j'étais mariée. J'étais mariée, il y a des femmes mariées, bien sûr, qui le sont. Ils sont bel et bien mariées. Alors, ils font la différence entre leur vie politique et leur foyer. Est-ce que vous pensez qu'un jour, dans ces pays, on pourrait avoir un chef d'État, une femme, comme chef d'État? Pourquoi pas? Des femmes capables, il y en a beaucoup. Pourquoi pas? Bien sûr. Et cela arrivera bien avant que la pensée de beaucoup de gens.
Oui, je crois qu'il y aura une femme chef de l'État un jour dans ce pays, ça arrivera très vite. Mais Madame Alice, la question que je me pose, chef d'État, une femme, c'est beau. Mais quand elle va attendre famille, elle sera enceinte, est-ce qu'elle va laisser son pouvoir? Vous ne pensez pas que ça sera quasiment Ça n'a rien à voir. Comment la elle va grossesse se... fait partie de la femme. Est-ce qu'une femme enceinte ne travaille pas parce qu'elle est enceinte? Mais un temps, elle doit prendre le wallet, comme on le dit chez nous, ici à Kinshasa. Non. Elle doit quand même se reposer pour prendre soin de son bébé. Ça n'a absolument rien à voir. La femme, Dieu nous a donné une intelligence suffisante pour savoir faire la part des choses et savoir faire ce qu'il faut au moment où il le faut. Non. Et les hommes aussi peuvent tomber malades. Un président de la République peut tomber malade. Alors comment on fait? Et l'État, les choses de l'État continuent à être gérées. Ce n'est pas du tout... La Constitution prévoit, en cas Le problème. au cas où le président n'est pas en mesure s'il est malade, s'il n'est pas en mesure de prendre une décision, la Constitution prévoit tout cela, n'est-ce pas? En cas d'indisponibilité, la Constitution prévoit. Ce n'est pas du tout un problème pour une femme parce qu'elle est enceinte. La grossesse fait partie intégrante de la vie d'une femme. C'est normal. Bon, tout ça là, Simone de Beauvoir avait dit la maternité n'était pas sans lot pour éviter toutes ces choses-là. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous, si vous êtes marié, si vous êtes enceinte, vous n'allez plus travailler parce que vous êtes enceinte? Si, on peut travailler, les chefs mais... d'entreprise sont là. Hein? Ça n'a absolument rien à voir. Alors, dites-nous, Madame Alice, nous courons derrière le temps. Quelle est la différence entre la femme d'aujourd'hui et celle d'hier? La différence, c'est que la femme d'aujourd'hui ose s'exprimer au moins. À partir de là, c'est une grande différence. Nous osons exprimer notre vision de ce que nous voulons de la société. Nous osons dire non. Nous avons le courage de dire non. Quand ça ne va pas, nous exprimons. Des femmes leaders, il y en a, heureusement. La femme d'hier n'avait pas tout à fait la possibilité l'expression libre de s'exprimer, n'avait pas la possibilité. Parfois, il lui était même refusé le droit de penser. Hein? Elle devait juste être là et obéir. Et non. Même si on dit que dans certaines sociétés, la femme pouvait très bien parler à son mari. Non, mais maintenant, nous ne parlons pas à nos maris, nous sommes en avant. Nous parlons, nous donnons notre position et notre vision des choses. Donc voilà, et je pense que ça ira de mieux en mieux. Il est temps que le Congo comprenne que c'est un droit pour la femme de participer à la gestion de la chose publique à tous les niveaux. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais nous ne terminons pas cette émission de cette manière. Il y a toujours un test que nous faisons à la fin avec les invités dont nous recevons pour la toute première fois. Vu que Madame Alice Zouzi, c'est sa première fois de passer sur ce plateau des tables en or, elle doit devoir passer à ce test. Est-ce que vous êtes prête? Je vous écoute. Alors, écoutez-moi attentivement. C'est une chance que cette émission offre à ses invités. Si c'était à refaire, quelle erreur auriez-vous évité à reproduire dans l'avenir? Si c'était à refaire, je considère que les erreurs sont un apprentissage, que les erreurs sont une façon pour un être humain de se remettre en question. Donc, les erreurs font partie de la vie de quelqu'un. C'est en faisant des erreurs que nous apprenons. Donc, je ne regrette pas d'apprendre. Jusqu'à ce que nous mourrons, nous continuons à faire des erreurs et à les corriger. Le tout n'est pas de tomber. L'essentiel, c'est d'avoir la force de se relever. Merci, c'est sage de votre part. C'est la fin de cette émission. Nous vous disons un très grand merci d'avoir accepté à cette invitation. Merci. C'est la fin de cette émission. Nous disons un très grand merci à tous les téléspectateurs, à tous les amoureux de Tableau Nord. Quant à moi, on se retrouve très prochainement. Ciao!